on touche avec ces restaurations à quelque chose qui tient vraiment à cœur à Delacroix, qui est le problème de l'inspiration. Son journal s'ouvre, ou quasiment, sur une remarque où il s'interroge sur « mais qu'est-ce qui me conduit à produire l'acte de peindre? Qu'est-ce qui fait que je peins? Est-ce que c'est… » Alors il dit, pour peindre, pour se mettre à peindre, il faut ouvrir un livre. Donc ça veut dire trouver un bon sujet. On sait qu'il va avoir une grande inspiration littéraire, notamment dans sa jeunesse. Et puis, à la fin de cette journée, où il tient ce journal, à la fin de la journée, il dit « mais non, quand je veux peindre, ce qui suscite mon désir de peindre, c'est cette bonne, grasse matière qui est sur ma palette. » Donc on a ici cette tension entre le sujet et la matière. Le sujet n'est pas encore devenu motif, comme ça sera le cas plus tard avec les impressionnistes, etc. Mais il y a cette tension entre le sujet, part culturelle, intellectuelle, et puis la matière. Et la matière, pour lui, c'est la couleur. En français, on n'a qu'un seul mot pour dire la couleur. En italien, on en a deux. Il y a colore, et qui sont les pigments, le bleu, le vert, le jaune, les couleurs complémentaires, et colorito, qui est la manière de poser la couleur sur la toile. Et donc, Delacroix travaille ensemble le sujet et ces deux acceptions du mot couleur. Ce qu'on voit éclaté ici avec l'allègement des vernis qu'on a pratiqué sur les massacres de Scio, sur Sardanapale, sur les femmes d'Alger, sur la liberté, et la campagne continuera avec les croisés à Constantinople. Nous nous trouvons maintenant devant La liberté guidant le peuple, certainement l'œuvre la plus célèbre d'Eugène Delacroix. C'est une composition pyramidale avec au sommet la liberté, une allégorie qui brandit le drapeau tricolore et de l'autre main qui tient un fusil à baïonnette. Elle est environnée de quantité de personnages issus du petit peuple parisien, des ouvriers, des gamins de Paris, des maîtres d'atelier ou des élèves d'écoles militaires parisiennes. Le tout sur une barricade qui est un amoncellement de pavés, de barriques, de poutres de bois et qui ont été assemblés donc par les insurgés. Le titre original du tableau, c'est le 28 juillet 1830, c'est-à-dire le deuxième jour d'un cycle de 3 journées d'insurrection révolutionnaire, donc qui ont mené à un changement de régime. On est passé d'une monarchie constitutionnelle déjà certes, mais assez resserrée, à une monarchie plus libérale, qui a étendu le droit de vote à davantage d'hommes français, qui a aussi libéralisé la presse. Et c'est une révolution dont Delacroix a été le témoin visuel, direct, puisqu'il habitait et travaillait à Paris à cette époque. Et c'est la première fois qu'il est témoin d'un événement d'une pareille ampleur politique, qui aura d'ailleurs un écho dans de nombreux pays d'Europe. Cela réveille en lui une certaine fierté patriotique, puisque cette révolution a vu le retour du drapeau tricolore, qui avait été censuré pendant 15 ans sous la Restauration, donc les règnes de Louis XVIII et Charles X. Et c'est aussi en quelque sorte une revanche sur l'humiliation qu'a été l'occupation de Paris et de tout le nord de la France par les Prussiens et les Russes en 1815 à la chute de l'Empire de Napoléon. Delacroix est aussi sensible à toute cette histoire proche politique puisque son père a été un membre éminent du gouvernement de la Première République. Ses frères aînés, dont l'un a fini sa carrière comme général de brigade, ont servi sous le drapeau tricolore sur les champs de bataille napoléoniens. Delacroix, qui est le dernier de cette fratrie et qui est le seul survivant de cette illustre famille, en 1830, lorsqu'il a 32 ans, choisit donc de peindre pour la patrie, même s'il n'a pas été soldat, s'il n'a pas accompli une carrière militaire pour elle. Donc il y a de l'allégresse patriotique très clairement dans ce tableau, mais aussi
un sentiment mêlé avec l'horreur, la pitié qu'il a ressentie aussi face à ce risque de guerre civile qu'ont été ces journées révolutionnaires. Et cela explique aussi la forte présence de la mort. Au premier plan du tableau, vous voyez 2 cadavres, le tronc d'un cuirassier et le cadavre étendu d'un garde suisse, de la garde donc personnelle de l'ex-roi. Et puis de l'autre côté, en face d'eux, un personnage qui est mort lui aussi, très jeune, mais qui a été dépouillé entièrement de ses armes et de ses vêtements, ce qui fait qu'on ne sait même plus de quel camp politique il pouvait être. Est-ce qu'il faisait partie des insurgés? Est-ce que c'est un ancien soldat? On ne le sait pas. Et ça nous rappelle aussi l'extrême violence qui a été l'irrespect pour les morts, le fait qu'ils aient été dépouillés, volés et abandonnés ainsi plusieurs heures, voire plusieurs jours sur le pavé parisien. C'est la première fois, et la seule d'ailleurs, que Delacroix peint Paris, qu'il peint le petit peuple parisien de son temps, lui qui d'habitude n'est pas du tout un peintre de la vie moderne. Delacroix, contrairement par exemple au peintre de Barbizon, ne s'est jamais intéressé aux paysans de son époque. Il ne s'intéresse aussi que peu à la vie urbaine parisienne de son temps. Donc là, c'est vraiment une exception que Delacroix fait et qui se traduit aussi par une ascèse exceptionnelle de sa palette. Il n'a jamais peint aussi sobre et aussi sombre. Toute la composition du tableau repose sur un fond gris, brun, noir, ce qui permet de faire briller les 3 couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune, qui font écho naturellement, le bleu et le rouge, au drapeau tricolore. Donc ce drapeau tricolore qui constitue le couronnement de la composition, avec le drapeau immense que tient la liberté, mais que l'on retrouve aussi partout, à petite échelle, sur des vêtements, sur des détails d'uniforme, et même aussi de manière presque naturelle sur le cadavre qui se situe à gauche, puisqu'il porte une chaussette bleue, une chemise blanche, et que du sang vermillon coule de sa tête. Donc ce mort est devenu finalement lui-même l'étendard des 3 couleurs nationales rétablies. Ce qu'il faut aussi remarquer sur ce tableau, c'est l'idée géniale de mélanger l'allégorie et la réalité. Delacroix n'a pas voulu représenter une anecdote ou une série de petites choses vues dont il a été témoin. Il a essayé de trouver une synthèse, de donner une forme à l'idée qui a porté tous ces gens, l'idée qui a fédéré les insurgés, et cette idée, c'est celle de la liberté. Donc une liberté qui est représentée sous les traits d'une femme, mais une femme qui n'est ni particulièrement gracieuse, ni très propre. C'est une femme du peuple, une femme réelle, avec du poil sous les aisselles, la peau qui est rougie par l'effort, par la course, par la chaleur, une peau suante, une peau salie par la poussière et la poudre. Donc tout cela aussi, cette âpreté réaliste, elle est présente, et Delacroix l'avait déjà expérimenté 4 ans plus tôt en représentant l'allégorie de la Grèce sur les ruines de Missolonghi, un autre combat de tout un peuple pour sa liberté, pour sa souveraineté. Et donc c'est évidemment sur cette expérience récente de la représentation du combat des Grecs pour leur liberté que Delacroix va profiter pour illustrer donc le combat des Parisiens et des Français de manière plus générale pour la souveraineté de leur nation. Alors ce tableau, Delacroix l'a peint très rapidement, dans cette allégresse, dans cette ferveur collective, dans cette fierté qu'a été ces journées 1830. On sait qu'il a commencé dès le mois de septembre et qu'en décembre, le tableau était déjà terminé. Il avait pensé à un moment le présenter à une exposition qui s'est ouverte dès le mois de janvier au profit des blessés des journées révolutionnaires, sous le titre d'ailleurs très sobre de « Une barricade ». Et finalement, il a décidé de reporter la première exposition publique de tableaux au salon, le fameux salon des artistes vivants qui se tenait donc au Louvre, ici même, qui a ouvert le 1er mai. Le tableau a tout de suite attiré l'attention, il a été unanimement considéré comme évidemment l'un des plus intéressants, l'un des plus réussis dans la représentation même de ce qu'ont été les journées 1830. Évidemment, il n'a pas plu à tout le monde pour autant, puisqu'il est particulièrement âcre, particulièrement macabre et parfois aussi inquiétant, avec certains personnages, notamment à gauche, qui ont l'air dévorés de convoitises, dont les intentions peuvent paraître malveillantes ou disons qui peuvent incarner aussi des questions sociales, des demandes sociales et qui étaient considérées comme dangereuses par la classe bourgeoise de cette époque. Mais toujours est-il que le tableau force le respect
néanmoins par la réussite de l'équilibre entre allégorie et réalité, par la maturité aussi que Delacroix déploie à travers cette composition extrêmement bien maîtrisée. On voit d'ailleurs que les critiques ont souvent dépassé les clivages politiques. Certains critiques d'opinion conservatrice ont beaucoup aimé la force dramatique de ce tableau. Ils l'ont apprécié pour ses qualités esthétiques, alors que des critiques d'opinion, on dirait de gauche, démocrates, ont été heurtés par ce tableau en trouvant que ça n'était pas une manière digne de représenter le peuple de Paris. Il disait y reconnaître davantage la populace, une foule dangereuse, plutôt qu'une représentation donc noble et enviable de ce qu'était le peuple. Alors, le tableau Delacroix aurait beaucoup voulu qu'il soit acheté par les biens de la couronne, par l'entremise du directeur des musées royaux. Malheureusement, il a échoué pour des questions de prix, mais sans doute aussi disons, l'embarras que cause ce tableau pour le nouveau gouvernement qui souhaite à tout prix mettre fin à la Révolution et ne surtout pas ouvrir des questions sociales suite à la libération politique qu'a été cet événement. Delacroix finit par le vendre, mais un peu, disons, sous forme d'un pis-aller, puisqu'il l'a vendu au ministère du Commerce et des Travaux Publics, qui n'a pas du tout comme champ de compétence d'acquérir des tableaux de musée. Ce qui fait que le tableau a été certes présenté quelques mois au musée du Luxembourg, qui était le musée royal des artistes vivants, mais il est rapidement parti en réserve et il est resté invisible pendant 25 ans. Il a fallu attendre la première exposition universelle à Paris en 1855 et l'autorisation personnelle de l'empereur Napoléon III pour que le tableau ressorte des réserves. Ce n'est qu'en 1863 qu'il est présenté en permanence au public au musée du Luxembourg et la date à retenir, c'est celle de 1874, le moment où le tableau arrive au Louvre et est inscrit pour la première fois sur l'inventaire des musées nationaux. Il ne l'était pas jusqu'à présent, étant situé dans une sorte de flou juridique et administratif. Alors le tableau a subi sa dernière restauration en 1949, au retour de la Seconde Guerre mondiale, où il avait souffert de déménagement, de stockage, évidemment, qui n'étaient pas dans les meilleures conditions, notamment au château de Chambord, puis au château de Sourches, dans la Sarthe. Comme l'ensemble des grands formats de Delacroix, il a fait donc l'objet d'une restauration fondamentale. Le support a été rentoilé et la couche picturale a fait l'objet d'une remise en ordre avec un allègement partiel des vernis et seulement partiel, j'insiste dessus, puisque on voit que les retouches qui ont été faites à cette époque, notamment des retouches dans le ciel, étaient de couleur un peu verdâtre pour s'accorder à l'existant, qui donc n'était pas d'un bleu pur, mais déjà d'un bleu assez altéré par les vernis jaunes qui n'avaient pas été entièrement retirés. Suite à 1949, pour des questions d'entretien régulier, des nouvelles couches de vernis ont été ajoutées, de sorte que lorsque la restauration que nous avons entreprise en octobre 2023 a commencé, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 8 à 9 couches de vernis superposées, donc énormément de matériaux de restauration anciens accumulés, avec aussi de la crasse, des repeints anciens assez envahissants. Les deux restauratrices qui ont été engagées, Bénédicte Trémolière, que nous avons déjà vu travailler sur les femmes d'Alger auparavant, aidée de Laurence Mugnot, se sont donc mises à la tâche d'amincir progressivement les vernis, en commençant par le bas du tableau, qui est la partie la plus sombre, et on sait que ce sont les couleurs sombres qui sont les plus fragiles, qu'il faut observer en premier, et donc c'est en jugeant le meilleur degré d'amincissement en bas du tableau qu'ensuite elles l'ont développé sur l'intégralité de la surface, donc dans les clairs, dans le ciel, qui en général sont beaucoup plus faciles à traiter. Elles ont donc procédé à cet amincissement, puis le remplacement par un vernis incolore et translucide. Et le résultat aujourd'hui est un tableau qui a gagné énormément en vivacité, en profondeur aussi, en saturation dans les tons, puisque les vernis anciens non seulement jaunissaient l'ensemble des tons, mais aussi atténuaient la profondeur et les contrastes. Et puis, on peut admirer à nouveau aujourd'hui à quel point Delacroix donc, a magnifiquement maîtrisé sa palette, donc avec ce bleu, blanc, rouge dispensé dans tous les coins du tableau, mais aussi avec l'utilisation très subtile du jaune, parce que sans doute avait-il conscience, vers la fin de l'exécution de ce tableau, que l'ensemble était très froid. Et il a jugé bon, par conséquent, d'ajouter du jaune pour créer un point chaud, un point focal autour de la liberté,
C'est ainsi qu'on s'est aperçu que la tunique de la Liberté n'était pas jaune de manière homogène. En réalité, Delacroix l'avait peinte dans des tons gris presque argentés et qu'il a ajouté dans un second temps des touches de jaune assez vif sur le buste uniquement, des touches qui deviennent de plus en plus lâches et dispersées à mesure que l'on descend le long des jambes. Ce procédé permet donc de créer un halo de chaleur sur le buste de la Liberté qui va de pair, qui est en miroir avec le halo jaune qui se situe autour de sa tête et qui là aussi, après restauration, se distingue très bien du nuage très blanc, très froid qui se situe derrière le gamin de Paris qui est à côté d'elle. On voit donc par conséquent très bien comment Delacroix ajoute ce jaune, cette troisième couleur primaire, pour à la fois équilibrer un tableau qui sans cela aurait été trop froid, trop bleu, trop blanc et avec des touches de rouge. Et puis il arrive aussi à souligner le caractère divin de cette allégorie qui doit tout de même se détacher un peu du groupe des insurgés. Pour la détacher aussi du groupe des insurgés, il a choisi de changer l'orientation du visage. À l'origine, la Liberté avait le visage de trois quarts, elle regardait vers le bas et elle s'adressait certainement à l'insurgé blessé, agenouillé à ses pieds et qui certainement, en quelque sorte, peut-être lui dédiait sa vie, en tout cas qui venait agoniser, qui venait mourir en suppliant la Liberté de poursuivre le combat en son nom. Et finalement, Delacroix a redressé le visage et il a orienté deux profils pour lui donner ce superbe profil de médaille, là aussi qui héroïse, qui antiquise la Liberté, puisqu'elle rappelle les monnaies et médailles de la Grèce antique. Voilà pour certaines modifications que l'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui dans la genèse de l'œuvre. Et puis il y a aussi des détails savoureux qui sont à nouveau beaucoup mieux visibles grâce à la restauration. Le sang qui coule de la poitrine de l'insurgé blessé, donc à la blouse bleue, qui vient couler sur un pavé. Le détail de cette chaussure, ce soulier de cuir déformé, abandonné, que l'on voit dans l'angle inférieur gauche. Il a toujours été présent, mais en réalité englué sous les couches de vernis. Il se confondait complètement avec les pavés, avec la boue du sol. On peut citer aussi évidemment le détail des façades parisiennes sur l'île de la Cité, devant les tours de Notre-Dame, d'où l'on voit très bien aujourd'hui partir les coups de feu, puisque on se rappelle que ces journées ont été, disons, des épisodes de véritable guérilla urbaine, avec les insurgés qui tiraient sur la troupe depuis leurs fenêtres, depuis les mansardes, et donc on distingue cela parfaitement aujourd'hui. C'est un vrai petit reportage que Delacroix nous livre dans ce détail à l'extrême droite du tableau. Depuis le 2 mai, le tableau est à nouveau visible du public. Je vous invite chaleureusement à venir l'examiner, à venir l'admirer de nouveau, à venir constater à quel point cette œuvre est profondément moderne, à quel point elle est faite pour se réactualiser, se recharger périodiquement. Elle résonne avec tous les combats d'aujourd'hui, avec les insurrections populaires, avec le combat des peuples et des sociétés pour leur liberté, et évidemment la restauration qui rappelle à quel point cette œuvre est jeune, est vivace. Eh bien, ça nous rappelle donc tous ces échos dont elle est chargée. J'en profite aussi pour vous signaler que les prochaines restaurations de Delacroix concerneront l'étude de deux tigres qui seront certainement achevées à l'automne, et ensuite le dernier grand format de Delacroix qui devra être traité, c'est la prise de Constantinople par les croisés, un immense format aussi grand que Sardanapale, 4 mètres par 5, et qui avait été peint pour les galeries historiques de Versailles, et qui est l'un des chefs-d'œuvre de la période de maturité de Delacroix, signé en 1840. Au plaisir donc de vous retrouver pour la suite de cette série.